Bienvenue sur la TFM et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Ruud Broody. M. Ruud Broody est le conseiller juridique de Human Rights Watch. M. Broody, merci d'avoir accepté notre invitation. Le procès d'Hissène-Habré vient de se dérouler. Il a été condamné par les chambres extraordinaires africaines à perpétuité. Quelle analyse faites-vous de ce procès? C'est une immense victoire. Ce verdict est le couronnement de 25 ans de lutte acharnée par les survivants, par les rescapés de Hissène-Habré qui n'ont jamais perdu l'espoir de voir arriver ce jour. C'est un moment de joie partagée. J'étais à côté de Suleiman Gengeng, qui était le fondateur de l'association des victimes. C'est lui qui, dans le cachot où il était sous Hissène-Habré et quand les personnes mouraient autour de lui, qui a juré devant Dieu que s'il sortait vivant, il allait lutter pour la justice. Et à la sortie de la prison, il a rassemblé les veuves, il a rassemblé les rescapés, et c'est cette longue campagne qui trouve sa récompense avec un procès équitable et avec ce verdict historique. 25 ans pour faire un procès à Hissène-Habré qui s'est réfugié au Sénégal. Est-ce qu'au début, vous étiez optimiste à l'aboutissement de ce procès? Je pense que on était quelques-uns qui avaient un espoir. Il ne faut pas oublier que Hissène-Habré était déjà inculpé ici au Sénégal il y a 16 ans. Enfin, les victimes de Hissène-Habré, à l'origine, voulaient évidemment réclamer justice, mais elles ne voyaient pas la possibilité que Hissène-Habré était au Sénégal. Et c'est l'arrestation à Londres de l'ex-dictateur du Chili, Augusto Pinochet, arrêté en Angleterre sous un mandat d'un juge espagnol, qui a commencé à déclencher les esprits. Et quand les chambres des Lords britanniques a statué que Pinochet pouvait être arrêté et extradé n'importe où pour ses crimes, malgré son statut d'ex-chef d'État, les Tchadiens ont commencé à penser, mais pourquoi pas nous? Et moi, j'ai travaillé sur l'affaire Pinochet, j'étais en Angleterre, aux Chambres des Lords, et Delphine Djeraïb, la présidente de l'Association tchadienne des droits de l'homme à l'époque, est venue nous voir et elle a dit « Est-ce que vous ne pouvez pas nous aider, les victimes tchadiennes, à faire ce que les Chiliens sont en train de faire avec Pinochet ?» Et donc, on avait cet espoir. Les victimes sont venues ici au Sénégal pour la première fois en 2000. Le doyen des juges d'instruction, Demba Kandji, a inculpé Hissène-Habré en février 2000. Mais il a fallu 16 ans de combat âpre pour recréer les conditions politiques. Vous vous souvenez que Abdoulaye Wade a infligé aux victimes ce que l'archevêque Desmond Tutu a qualifié de feuilleton politico-judiciaire. Les chambres, les juridictions sénégalaises se sont déclarées incompétentes. Une décision critiquée par deux rapporteurs spéciaux des Nations Unies. Le président Wade voulait que Hissène-Habré voulait l'expulser. Les victimes voulaient organiser son extradition. Les victimes sont allées en Belgique. La Belgique a repris l'affaire. La Belgique a enquêté pendant 4 ans. La Belgique, à son tour, a inculpé. Hissène-Habré demandait l'extradition. Le Sénégal a demandé à l'Union africaine ce qu'il fallait faire. L'Union africaine a dit « Nous, on ne veut pas que notre Africain soit jugé en Occident, donc c'est vous, le Sénégal, qui avez l'obligation. » Le président Wade a accepté le mandat de l'Union africaine en 2006, mais il a refusé en fait d'avancer. Et pendant ce temps, donc, la Belgique, face à l'immobilisme du Sénégal, la Belgique est allée devant la Cour internationale de justice, la plus haute organe des Nations Unies, où les différends entre les États est réglé. Et ce cours, par 16 voix contre 0,
a sommé le Sénégal, a condamné le Sénégal pour son immobilisme, pour la violation de ses obligations. Il a sommé soit de juger, soit d'extrader Hissène Habré. Macky Sall, le nouveau président du Sénégal, a opté pour le jugement ici au Sénégal. Et c'est un choix que nous saluons évidemment. C'est beaucoup plus important que Hissène Habré, que ce jugement ait eu lieu ici au Sénégal qu'en Belgique. Et donc, ce n'était donc qu'en 2012, avec cette décision des Nations Unies, de la Cour internationale de justice et l'élection de Macky Sall, que les conditions soient réunies pour que ce jugement ait lieu. Vous disiez tantôt que c'est un procès équitable. Habré et ses défenseurs et ses partisans disent que ce n'est pas un procès équitable pour la bonne et simple raison que dans ce procès, on n'a pas inculpé tous les gens qui devaient être inculpés. Il y a le Tchad qui devait extrader au moins 3 ou 4 personnes. Le Tchad a refusé. Et la responsabilité de l'actuel président, Idriss Déby, a été citée. Tout à fait. Nous déplorons le fait que le Tchad n'ait pas envoyé les autres co-inculpés. Pour nous, c'est clair. Mais qui dit « je n'agissais pas seul hein, », c'est un aveu. C'est un aveu. Moi, j'ai commis des crimes, mais lui, il a commis aussi. Donc, ce n'est pas... Vous voyez, en justice internationale, Milosevic, par exemple, il était jugé seul. Charles Taylor, il était jugé seul, il n'était pas entouré des autres. Le droit criminel est individuel. Hissène Habré était le chef d'État, chef de l'État. Il avait la plus grande responsabilité. Maintenant, il y a d'autres qui ont la responsabilité. Idriss Déby, c'est bien de le dire, était le chef des armées de Hissène Habré à un moment particulièrement sanglant de l'histoire du Tchad, Septembre Noir, justement. Mais même à ce moment-là, il était sous le commandement de Hissène Habré. D'autres chefs de police, d'autres sbires de Hissène Habré ont leur part de responsabilité. Mais tout cela n'absout pas Hissène Habré lui-même, qui vient d'être condamné pour ses crimes à lui. Oui, mais est-ce qu'un jour, Human Rights Watch pourrait poursuivre Idriss Déby pour les mêmes faits reprochés à Hissène Habré? Je pense que nous avons répondu en 1999 à une sollicitation des victimes. Est-ce que vous pouvez nous aider à aller au Sénégal où notre dictateur se trouve, le poursuivre en justice? Donc on a fait l'enquête, on a fait tout ça avec les autres pour le jugement d'Hissène Habré. On n'a pas reçu la même chose d'Idriss Déby. Évidemment, Idriss Déby est un chef d'État. Vous imaginez que ça a pris pour les victimes 17 ans, enfin 17 ans depuis que je suis impliqué, mais 25 ans en total, pour traduire en justice une branche morte, quelqu'un qui n'était plus en exercice, qui n'était plus soutenu par... Imaginez maintenant que les Jacqueline Moudaina, qui a survécu, il faut dire que les personnes avec lesquelles on travaille au Tchad, Souleymane Gengeng dont on parlait, il a été contraint à l'exil parce que les sbires de Hissène Habré, qui étaient toujours dans les rouages de pouvoir, l'ont menacé de mort. Jacqueline Moudaina, l'avocate des victimes, a survécu à un attentat. Elle plaide avec des fragments de grenades dans sa chambre. Donc, vous imaginez que ces gens-là qui se sont heurtés à des puissantes personnes s'attaquent à leur chef d'État. Donc, on n'est pas là pour absoudre Idriss Déby. Idriss Déby, c'est un autocrate. Idriss Déby, je ne dirais pas qu'il a fait la même chose qu'Hissène Habré, il ne l'a pas fait. Il faut aussi relativiser les choses. Même sous Hissène Habré, Idriss Déby était, pendant un moment, avant de se séparer, il était le chef des armées. On n'a pas fait cette enquête, mais ça ne m'étonnerait pas que Idriss Déby ait des responsabilités dans Septembre Noir. Est-ce que justement, ce n'est pas ça les limites de Human Rights Watch dans ces enquêtes? Un président en exercice peut continuer à tuer impunément, on attend jusqu'à ce qu'il perde le pouvoir pour l'attaquer, et quand il est au pouvoir, il fait des exactions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que Idriss Déby... pas seulement Déby. Écoute, je pense que cette affaire... On peut voir dans les médias, on peut voir dans le long terme.
dans le média, c'est vrai, beaucoup de présidents s'accrochent au pouvoir parce que, justement, ils pensent que si jamais ils le lâchent, ils seront poursuivis. Mais c'est déjà une bonne chose qu'on imagine qu'on puisse poursuivre un président. Il y a 30 ans, on n'imaginait pas ça. Je pense que une des leçons de ce genre de procès, c'est que un président doit savoir maintenant que s'il commet des atrocités, ils ne seront jamais hors de la portée de ses victimes tenaces. Je pense en même temps, et pour moi c'est encore plus important, ce genre de procès est un message aux activistes, aux victimes, aux ONG. Écoutez, regardez, bon, vous vous souvenez, je vous ai dit que les victimes tchadiennes étaient inspirées par Pinochet. Elles ont dit, nous, on veut faire ça. Maintenant, je peux vous dire qu'il n'y a pas 10 minutes que ne nous parviennent pas un message, bon, 10 minutes peut-être pas, mais nous parviennent toujours des messages maintenant de la Gambie, de la Mexique, du Yémen, mais on veut faire ça, on veut faire ce que les victimes de Hissène Habré ont fait. Donc on a planté un premier drapeau, pas un premier, mais un drapeau important, et qui peut servir d'exemple dans d'autres cas. Mais ça n'empêche pas ceux qui sont avec Hissène Habré disent que c'est la victoire de la France-Afrique. Que dans la gestion des pouvoirs, quand Hissène Habré était au pouvoir, il était appuyé par des puissances étrangères comme la France et les États-Unis qui ont fermé les yeux. Pourquoi Human Rights Watch ne porterait pas plainte contre ces États pour assumer les responsabilités dans la gestion de Habré du pouvoir? Aujourd'hui, à la une du Monde, Human Rights Watch révèle la complicité de la France dans le pouvoir de Hissène Habré. Nous, on a fait un travail minutieux sur le soutien des États-Unis et de la France à Hissène Habré. Je pense que, et d'ailleurs aujourd'hui, c'est intéressant, le secrétaire d'État John Kerry, dans sa déclaration sur l'affaire Habré, a même reconnu que ce jugement est le moment pour faire une réflexion sur les liens entre les États-Unis et Hissène Habré. Responsabilité, oui, mais est-ce que les responsables seront poursuivis? La responsabilité pénale est une chose, la responsabilité historique, politique en est une autre. Dire que les États-Unis ont appuyé un dictateur, c'est une lourde faute historique, politique. Mais ce n'est pas la même chose de dire que telle personne a participé à un crime. Nous n'avons pas, dans nos recherches, rencontré un Américain qui aurait participé lui-même à un crime. Donc, il faut distinguer les deux choses. Il faut parler. Je pense que c'est le moment maintenant. Ce verdict ouvre justement la voie à ce qu'en France, maintenant, aujourd'hui, commence un grand débat provoqué en partie par nous, aussi par les recherches du monde, sur la responsabilité de la France dans le régime Hissène Habré. Mais ce n'est pas la même chose que la justice pénale. Mais il ne faut pas confondre la justice pénale qui dit que vous, messieurs, vous avez participé à un meurtre. Mais on peut être complice d'un meurtre. Par exemple, Charles Taylor, le président de Libéria, a été condamné pour sa complicité avec des rebelles dans un pays, Sierra Leone, le Rouf, où il n'a jamais mis les pieds. Donc, on peut arriver s'il y a un contrôle. Par exemple, si vous allez tuer des gens, vous partez et vous revenez, vous dites, Monsieur Brody, j'ai besoin de plus de balles parce que je veux en tuer d'autres, et je vous donne des balles, moi je suis complice. Donc, si on arrive à prouver ce genre de choses, qui sont allés voir M. Untel à l'ambassade ou à Washington et dit « Moi, j'ai besoin encore des balles pour tuer mes concitoyens » et cette personne a donné, à ce moment-là, il y a justice, il y a une responsabilité pénale. Mais ne confondons pas les deux choses. Parlons aujourd'hui avec ce verdict de la lourde responsabilité des États-Unis, mon pays, la lourde responsabilité de la France dans le soutien d'Hissène Habré. Et pourquoi aujourd'hui les États-Unis et la France, ils soutiennent Idriss Déby? De nouveau, Idriss Déby, il n'y a pas des milliers de morts sur Idriss Déby, mais il y a beaucoup de violations. Et il y a des gens qui me disent aussi, pourquoi vous ne faites pas
vous ne travaillez pas avec la même détermination que vous avez eue pour que Hissène Habré puisse payer de ses crimes, comme vous l'avez dit, par la justice, que aussi que George Bush en Irak. Oui. Et il y a eu des milliers de morts aujourd'hui. George Bush est tranquillement aux États-Unis, on ne voit pas une poursuite. Pas aussi tranquillement, pas aussi. Moi, j'ai écrit un livre, je pense que vous le savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Faut-il juger George Bush ?» qui est en fait le fruit d'un rapport de Human Rights Watch qui met en évidence les preuves criminelles, cette fois, pas historiques ou politiques, criminelles, contre George Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld et George Tenet. Donc, les 4 plus responsables de l'administration Bush dans des actes de torture, de crimes de guerre, les transfèrements des détenus vers les prisons secrètes, etc. Maintenant, je conviens, créer les conditions politiques pour que George Bush soit poursuivi, c'est beaucoup plus difficile qu'Hissène Habré. J'en conviens, c'est clair. Ben, c'est parce qu'on ne peut pas extraire la justice pénale des corrélations des forces. Même pour Hissène Habré. Les forces internationales font qu'aujourd'hui, vous êtes incapable de faire juger George Bush. On essaie, mais jusqu'ici, vous voyez vous dites qu'il est tranquille. Enfin, il ne voyage pas beaucoup. Hein. Il a annulé un voyage en Suisse parce qu'il y avait des plaintes pour crimes de guerre déposées contre lui. Je pense que les pays européens, enfin les pays avec un pouvoir judiciaire indépendant, craignent que George Bush n'arrive dans leur pays. Parce qu'un juge indépendant, il va regarder les preuves, il va inculper George Bush. Donc, des pays qui n'ont pas une justice indépendante peuvent dire, voilà, vous venez, on s'occupe de nos juges. Mais dans un pays où il y a un minimum d'indépendance judiciaire, George Bush, Dick Cheney, il risque d'être inculpé s'il fout le sol d'un pays. Donc, dire qu'ils sont tranquilles, non. Mais évidemment, créer les conditions politiques, même qu'un pays fort comme l'Allemagne. Moi, j'ai participé à des plaintes en Allemagne, en France, en Espagne, contre les responsables des États-Unis pour Guantanamo, etc. Je conviens, ces plaintes n'ont pas eu de suite, que nous on voulait, et pour nous, c'était pour des raisons politiques. Est-ce que justement, les opinions publiques africaines, certaines n'ont pas raison de vous reprocher aujourd'hui de vous acharner beaucoup plus sur des présidents ou bien des directeurs africains, comme vous le dites, que par rapport aux autres qui sont de grandes puissances qui se semblent protégés. Est-ce que les Africains ne sont pas gibier pour la justice internationale? Je pense. Ils sont facilement prenants. Facilement, c'est. Vous voyez, ça prend 25 ans, ça aboutit quand même. Combien de chefs d'État africains ou autres sont vraiment jugés? Il n'y en a que 2 ou 3 finalement. Donc, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est pas du tout vrai. Milosevic, il était jugé. En ce moment, en Amérique latine, chez eux, donc, et ça c'est l'essentiel, chez eux, on vient, il y a quelques jours, de condamner l'ex-dictateur argentin. En Uruguay, en Argentine, au Chili, au Pérou, au Guatemala. Moi, j'ai assisté il y a 2 ans au Guatemala, un des pays les plus pauvres, où les autochtones ont traîné en justice leur dictateur pour génocide. Sérieusement. C'est des pays du tiers-monde. Oui, mais vous dites, que... Mais ce que je veux dire, c'est que ces pays-là ont trouvé le moyen de juger des crimes chez eux. Ça, nous, on voudrait que jamais, enfin, on ne voudrait pas qu'ils commettent des atrocités, ça c'est la première des choses, mais on voudrait que les justices africaines, que les justices européennes soient aussi fortes pour pouvoir juger les gens chez eux. Et à ce moment-là, il n'y aura plus besoin de la justice de la complémentarité, de la justice de la CPI, etc. Oui, parce que quand on regarde la presse internationale aujourd'hui, il y a unanimité par rapport au procès de Hissène Habré. Tout le monde parle d'un procès historique pour un président africain qui aurait commis des exactions qui est jugé. Mais chez eux, pourtant, en Europe, il y a des exactions qui sont faites, mais qui ne sont pas jugées. Écoute, il y aura toujours des exactions qui ne sont pas jugées, mais on assiste en Europe, j'ai cité le cas de Milosevic, il y a des nazis, etc. Il y a quand même des personnes partout dans le monde qui sont jugées chez eux.
depuis les Khmers rouges jusqu'en Amérique latine. Il faut donner au pouvoir judiciaire africain, il faut qu'il s'arroge ce que Alioune Tine appelle la souveraineté judiciaire. Dès qu'on montre qu'on est capable de juger chez soi des crimes, il n'y aura plus besoin que d'autres viennent les juger. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il y a un double standard, qu'il y a une géométrie variable. Je pense que, mais ce n'est pas parce que les cas africains dans la justice internationale n'ont pas de mérite. Ils sont tous, le Soudan, le Darfour, on ne va pas dire qu'il n'y a pas eu de crimes en Darfour ou en RDC, etc. Maintenant, mais ce qui est mauvais, c'est que d'autres situations où il y a aussi eu des crimes, Guantanamo, Tchétchénie, le Tibet, la Corée du Nord, on ne les juge pas à l'international. Donc, au lieu de dire il ne faut pas juger, enfin, il ne faut pas aider les victimes africaines à trouver justice, la réponse est qu'il faut aider toutes les victimes à trouver justice, où qu'elles soient. Aujourd'hui, donc, le procès a été fait. Les victimes posent un autre débat. C'est le débat des indemnisations. Comment ça va se faire? Écoutez, les victimes, on voit qu'on parle des gens, pour une bonne partie, les plus pauvres qui soient. C'est difficile peut-être pour un Sénégalais d'imaginer la pauvreté qui existe au Tchad. Donc, il y a des personnes qui ont perdu leur famille, qui ont perdu des années de vie. Elles ont le droit à une indemnisation. Elles ont droit devant deux instances. Devant le gouvernement tchadien, au nom duquel Hissène Habré a agi. Et en fait, grâce à l'action de Jacqueline Moudena et Soliman Gengeng et autres, elles ont réussi à faire condamner 21 des sbires d'Hissène Habré, mais aussi à condamner l'État tchadien devant une juridiction tchadienne à payer des milliards d'indemnités aux victimes. Seulement que le gouvernement tchadien n'a pas encore exécuté cette décision. Le président Déby a dit que quand toutes les procédures seront terminées, les victimes seront indemnisées. Pour le moment, ça n'a pas été fait. En même temps, elles ont droit vis-à-vis d'Hissène Habré, qui est responsable pénalement et donc civilement pour les indemniser. Et aujourd'hui, le jour après le verdict, ouvre la phase d'indemnisation des victimes. Est-ce que Hissène Habré aura suffisamment... Bon, nous savons que Hissène Habré est parti avec la caisse. On a suffisamment montré le chèque avec lequel Hissène Habré a pris tout l'argent qui restait au Tchad pour le transporter ici au Sénégal et pour faire beaucoup d'amis. C'est pour ça d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles ça a pris autant de temps pour qu'il réponde de ses actes. Mais est-ce qu'il aura suffisamment d'argent dans ses comptes qu'on n'a pas encore identifiés pour indemniser les victimes? Je ne sais pas. Oui, 25 ans pour faire un procès. Les indemnisations sont là. Est-ce que vous ne risquez pas de rester encore 25 ans pour indemniser les victimes? La plupart d'entre elles risquent de mourir. Ben, il y en a beaucoup qui sont morts déjà. Vous savez que quand on a commencé, on était ici au Sénégal avec Sabadé Totodé. C'est un des premiers à porter plainte. Il est mort. Samuel Togoto. Bon, je ne vais pas vous raconter. Il y a même Papa Adi Macho qui est mort 2 jours avant de témoigner devant les chambres africaines. Il était alité, il allait témoigner par visioconférence. Vous parlez de 25 ans, c'est vrai. Et vous me demandez pourquoi toute cette énergie. Vous savez que quand on est militant et on commence à faire quelque chose, je pense que ce que ce cas montre, c'est justement qu'il faut cette ténacité, qu'il faut cette persévérance. Si les victimes en 2000, quand les plaintes ont été écartées par une décision politique, quand le président Wade a limogé, enfin a muté le juge Kandji, qui avait inculpé. Si les victimes avaient dit, ben, on a essayé, bon, voilà, c'est l'Afrique, c'est notre sort, c'est le fatalisme, on ne va jamais y arriver, on ne serait jamais pas arrivé. Mais c'était justement cet acharnement des victimes et de ceux qui les soutenaient qui a fini par montrer qu'il est possible, mais à cause de cette ténacité, de persévérance et de beaucoup de
beaucoup de personnes qui sont mortes entre-temps. Répondons à ceux qui disent que ce procès est coaché par des puissances étrangères qui ont pratiquement financé ce procès. On ne peut pas dire que c'est le Tchad qui l'a financé et puis ensuite que c'est les puissances étrangères occidentales qui l'ont financé. Il y a les deux. Et la justice internationale est financée par quelqu'un. Ce cas qui, 10 millions, 8,5 millions d'euros peut paraître beaucoup. Mais quand on le compare, le procès de Charles Taylor, le cours de Sierra Leone, c'était 400 millions. Ici, on parle de 8. Le procès Arusha, c'est 1 milliard d'euros. Ici, on parle de 8. Donc, dans cette répartition, il y avait certes le Tchad, 35% du financement, mais il y a aussi l'Union européenne, l'Union africaine, les États-Unis, la Belgique, les Pays-Bas, etc. J'en passe. Donc, on ne peut pas dire qu'il y avait un pays qui avait la main mise. Le Tchad, ils n'ont pas, je suis d'accord qu'ils n'ont pas coopéré. Je pense que pendant beaucoup de temps, le président Déby a pensé, on va laisser les ONG s'occuper d'Hissène Habré, comme ça, il ne va pas nous bousculer. Et puis, le tribunal a été mis en place, on pensait que c'est bien, on va juger Hissène Habré. Et puis, le gouvernement tchadien a vu qu'ils vont peut-être aller au-delà d'Hissène Habré. Et c'est à ce moment-là que ceux qui entourent Idriss Déby ont dit « mais attention, ça va vous fragiliser aussi ». Et donc, on voit moins de coopération. Mais on ne peut pas dire que le juge calme, on ne peut pas dire que ces juges n'ont pas agi en indépendance. On ne peut pas dire que les dossiers de la DDS, les archives qui retracent dans le détail comment Hissène Habré a organisé la répression, ou le manuscrit de Hissène Habré, confirmé par le graphologue expert, dit que c'est l'écriture d'Hissène Habré qui dit que personne ne sort de la prison sauf en cas de décès. Donc les preuves contre Hissène Habré étaient très très solides, très solides. Ruth Brody, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Vous êtes le conseiller juridique de Human Rights Watch. Nous parlions de vous du procès d'Hissène Habré qui vient de se terminer à Dakar et que M. Habré a été condamné à perpétuité par les chambres africaines extraordinaires. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour réaliser cette émission. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Merci, M. Brody.